Un dernier week-end de F1 avant de se projeter vers la pause estivale. Je suis en compagnie de Quentin Rousset. Salut Quentin. Salut Raph, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Et vous êtes bien sûr sur Lights Out pour débriefer ce GP d'Hongrie. Donc je le disais, dernier GP avant la pause estivale. Quentin, qu'est-ce que tu as pensé de ce GP déjà? Eh ben, j'ai fait un peu en demi-teinte pour ma part. On va dire une première partie légèrement soporifique, une deuxième plus active avec un beau finish. De quoi aimer les choses, avec une petite débâcle pour quelques écuries. On y reviendra Bien un sûr petit qu'on peu plus tard on va en là-dessus. parler. De quoi discuter, mine de rien, et de quelques stratégies intéressantes. Ouais, et puis avant ça, il y a eu évidemment cette séance de qualification un petit peu surprise, hein, notamment sur cette Q3. On a vu le vent tourner et beaucoup gêner les pilotes. C'est Piastri qui Ouais. l'expliquait. Le vent a complètement tourné, ça a surpris tous les pilotes et Piastri expliquait que ça a changé complètement le comportement de la monoplace dans certains virages. Et ce qui nous a valu une belle surprise parce que Charles Leclerc est allé décrocher sa Incroyable. 27e pole position en Inattendu. carrière. Ouais, assez surprenant. Je crois que même lui était surpris d'ailleurs. Il a dit, Ouais. je sais pas comment on est là, ni pourquoi, mais C'est ça. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin des qualifs? Je n'ai rien compris à cette journée. Rien compris. Waouh. c'est quand Même même lui pas était mal. surpris d'être là, mais ça a relégué les deux McLaren en deuxième et troisième position, alors que tous les signaux les envoyaient Mm. chercher la pole position. Pour un des deux, on se demandait qui de Piastri ou Norris allait faire le coup, le bon coup. Et puis c'est Charles Leclerc, le C'est Charles monégasque. Leclerc qui sort de nulle part. Piastri s'est fait piéger justement à cause de ses vents tournants, l'état de la piste qui était beaucoup trop fluctuant. Donc ouais, qualif intéressante, ça fait toujours plaisir à voir. Mais c'est vrai que sur toute la saison de F1, globalement, les qualifs sont un peu le point d'action, j'ai l'impression, de cette saison. Sauf pour Silverstone qui fait un Grand Prix. Ouais, bon là c'était un peu différent. Mais moi là où je suis content, c'est pour Charles Leclerc parce que Charles Leclerc il expliquait en plus il y a quelques semaines qu'il avait perdu son rythme en qualif, qu'il n'y arrivait plus, qu'il n'arrivait pas à se retrouver. Et donc moi le voir décrocher cette pole position, ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit putain on retrouve un Charles Leclerc rapide sur un Voilà, tour. c'est ça. Et donc non ouais j'étais très content pour lui. Plus pour ça peut-être qu'en prévision de la course, sur le moment j'étais vraiment content de le retrouver en pole position. Je me dis c'est cool, ça va lui faire du bien. Déjà de voir que lui il peut y arriver. Et donc j'étais juste content pour lui. Après ça s'est passé un petit peu différemment pendant le Grand Prix, mais avant d'en parler, on va revenir sur les McLaren du coup qui finissent P1 et P2, Norris en tête, Piastri deuxième. On a eu un très très bon Grand Prix des McLaren, mais surtout Ouais, tout à fait. deux stratégies complètement différentes. Alors en effet, on a Norris qui a préféré rester sur un one-stop, la stratégie la plus ambitieuse du week-end, hein, clairement. Beaucoup en ont parlé, peu l'ont réalisé, ce n'est pas pour dire un seul. Piastri a joué plus la prudence car il ne se voyait pas réussir à maintenir justement ses pneus assez longtemps. De l'aveu d'ailleurs propre de Pirelli, Norris a accompli une prouesse qu'il ne pensait pas possible, donc c'est quand même À souligner. à souligner, un très bon signal. Du coup, il a managé ça comme un roi, c'est le cas de le dire. Il fait pas d'erreur, il est dans le rythme, il fait les bons calls. Piastri, Après, pas effectivement, d'erreur. Il y a justement ce premier tour qui le relègue, il part troisième, il se fait enfermer sur en effet, l'intérieur au un peu premier chaotique virage. du premier tour, mais Et il il revient descend bien. justement cinquième, et c'est ça qui l'amène justement à passer sur un seul arrêt. Exact, mais du coup on va dire qu'en fin de compte ça lui profite, Bien après sûr. personne n'arrive à avoir le rythme qu'il a, il était vraiment dans un état de flow, hein. On a un peu parlé d'ailleurs dans le film F1 pour les néophytes qui ont découvert ça, et effectivement ça fait plaisir à voir, une bonne performance. Piastri n'a pas sous-performé lui non plus, hein. Non, non. Il était bien juste un call de stratégie un peu moins bon, s'il arrivait moins avec les pneus, bon bah Je sais c'est pas sûr si qu'il arrive. stratégie moins bon, parce qu'au final, je te dis, le one-stop, très risqué, hein, parce qu'il finit quand même juste devant Piastri. On va reparler de ce qui se passe à la fin, mais il finit vraiment juste devant Piastri qui recolle en fin de course. Et puis Charles Leclerc, théoriquement, pareil, on va revenir sur les problèmes qu'il a rencontrés, avait la voiture et il avait le potentiel pour revenir sur lui. Le one-stop était peut-être plus compliqué, mais là où McLaren peut-être a vu l'avantage, c'est que ça privilégiait la position en piste sur un circuit où il est parfois très difficile de doubler. Ils ont eu des creux. Maintenant, Piastri, lui, au début de course, il se bat avec Leclerc. C'est-à-dire qu'il est 2 secondes, et entre 1 seconde et demie et 2 secondes derrière Charles Leclerc. Tour 19, il tente un premier undercut. Ferrari couvre très bien avec un arrêt en 2 secondes. Charles Leclerc ressort devant, il n'y a aucun problème. Chose qui retente au tour 40, enfin avec un faux appel à la radio. C'est Charles Leclerc qui Ça s'est rentre fait au bait, stand. hein. Ouh là là. Voilà. Mais Piastri, lui, la majorité de sa course, elle a quand même été avec Charles Leclerc. Et c'est aussi ce qui n'aide pas à conserver les pneus, surtout avec les questions de chaleur, de friction et de dirtière. Effectivement, ouais. Plus délicat, où Norris avait l'avantage d'être un peu plus loin dans le clean air, au début notamment. Mais bah, bien joué, les deux stratégies étaient bonnes globalement, même si la réalisation donnait plus l'impression d'un avantage donné à un pilote que l'autre. En fin de compte, non, c'était deux bonnes stratégies qui se valaient selon les performances et humeurs des pilotes. Donc, bon Grand Prix. Ouais, c'est ça. Et puis, alors, moi, là où je suis surpris, c'est que, je vais te le dire, honnêtement, je pensais que les deux allaient s'accrocher durant la première moitié de saison. Ça s'est Au arrivé. final, on n'a pas de gros drama.
Il y a un an, tu te Si, ils se rappelles? sont accrochés quand même. Oui, mais de gros drama dans le sens où il n'y a pas eu Ah. de gros crash en course Oui, et que non, les deux se sont Dieu pas merci. envoyés. Et ils n'ont pas foutu les deux McLaren dehors. Pas comme en course. Ferrari en 2019. Ouais. mais tu te rappelles du Grand Prix de Hongrie en Ouais. 2024 où Piastri décoche sa première victoire, mais Oui, sûr. bon, fait un peu gâché de par les règles imposées et Norris qui veut pas rendre la position tout de suite. Un an plus tard, finalement les deux pilotes qui se battent pour le championnat du monde, Excellent. ils se tiennent la bourre, mais de manière presque pas gentleman, mais tu vois, Ouais, Piastri est un peu moins on n'est pas sur gentleman une ce bataille week-end. Ouais. rude, je trouve. Ils ont des C'est une bataille à consignes. distance, j'ai l'impression presque. Les consignes sont claires d'habitude sur les batailles au sein d'une même écurie, c'est-à-dire que les écuries sont globalement pas très chaudes de le faire. En général, on privilégie celui qui a le plus de rythme ou on le sélectionne à la stratégie. Maintenant, on est plus effectivement sur McLaren, l'avantage qu'ils peuvent se battre. Alors, ils ont les règles d'engagement, hein. D'ailleurs on l'a rappelé à Papaya Rules, on l'a rappelé d'ailleurs à Piastri en fin de Grand Prix. Hein. Ah ouais, tour 69. Ouais, tour 69, ouais, en disant n'oublie pas comment on fait la course. Voilà. Même consigne pour Norris, mais bon. Voilà, donc on l'a vu un peu craquer, ce qui était surprenant, mais voilà, c'est quelque chose qu'on voit un petit peu ces derniers Grands Prix, je trouve, chose qu'on voyait pas avant chez lui. Je le trouvais justement très froid, très relâché, toujours la tête froide justement sur ces situations. Et on en avait parlé avec Baptiste sur les précédents épisodes. On trouvait que justement, il commençait peut-être à monter en température, Piastri, qu'il commençait à jouer des coudes. Ouais. Et on le voyait faire peut-être plus d'erreurs qu'avant. Là où Norris, justement, j'ai la sensation que ça s'est assagi. J'ai l'impression que les dynamiques se sont peut-être un peu inversées. L'avantage, c'est que Norris a déjà fait un peu ses bêtises de début de championnat, on va dire. Piastri était très froid. Maintenant, c'est vrai qu'on arrive déjà à la mi-saison. C'est incroyable. Et Norris est à 8 points seulement derrière. 8 ou 9. On vérifiera, on vérifiera, mais dans l'idée, ça n'a pas grand-chose, pas un gros gap. C'est-à-dire c'est qu'il est quand même très près, il lui colle au basque et la pression commence à monter. Et c'est festival, il y a moins de 10 points d'écart entre les deux. Exactement, c'est chaud. Je veux dire, là, il reste 10 Grands Prix sur cette saison. 9 points, 8 ou 9 points, 10 courses. Ça va vite. Ouais. Il suffit qu'il y en a qui fassent une contre-performance, etc. Donc je comprends la pression, je comprends qu'il sorte un peu les coups de façon comme il faisait en F2, parce qu'il avait une bonne réputation aussi, d'arriver, de dire je suis en place et je vais affirmer mon autorité. À voir ce que ça donne. On n'espère pas un deuxième accrochage entre les deux. Non. Mais ça peut être très sympa pour la deuxième partie de saison, notamment s'il continue à dominer devant des écuries qui ont plus de mal ces derniers temps. Ouais, c'est clair, hein, plus de mal. On va parler notamment de Ferrari, parce qu'on a juste, on a eu 2 dynamiques dans les qualifications déjà, avec un Lewis Hamilton sorti bien plus tôt que son coéquipier qui va chercher la pole. C'était terrible. Et puis des mots forts de la part de Lewis Hamilton après quand même. Effectivement, oui, c'est je suis inutile, je n'arrive pas à piloter la voiture, c'était pas l'équipe, c'est moi. La preuve, une voiture est en pole, l'autre devrait y être aussi. L'équipe devrait changer de pilote. La part d'un septuple champion du monde qui a surdominé la F1. On sait qu'il peut maîtriser les jeux mentaux, à son époque Rosberg, son époque Alonso aussi chez McLaren, avec ses coéquipiers différents qu'il a pu avoir au fil des saisons. Ouais, c'est assez étonnant de le voir comme ça. Bon, après, on a déjà vu aussi Lewis faire un peu de cinéma sur la saison précédente. Il y a peut-être un peu de ras-le-bol aussi, l'effet Ferrari, que ça aille sur tous les grands champions qui ont voulu y venir pour gagner. Tous, à un moment donné, ont un peu craqué. Espérons que la pause estivale lui fasse du bien et qu'il puisse repartir sur une bonne base. Moi, au final, c'est plus sur la saison prochaine que je l'attends. On savait que la première partie de saison allait être peut-être plus compliquée. Il changeait d'environnement après plus de 10 ans passés chez Mercedes. Honnêtement, sur cette saison, j'en attendais pas grand-chose. Il y a eu ce sprint en Chine qui a un petit peu magique. Mis la lumière sur Ferrari et sur l'alliance Ferrari et Hamilton. Mais derrière, c'était au final juste un feu de paille. Donc sur la seconde partie de saison, moi je l'attends, mais plus consistant peut-être au niveau mental. On parlait là justement de sa déclaration. Moi, c'est pas que j'ai envie de souffler quand je vois ça, mais quand même, je me dis, est-ce que c'est réellement ce qu'il pense? Est-ce que c'est pas juste encore une fois un coup de com'? Parce que je suis inutile. Ça fait un peu Calimero, je trouve. Oui, ça fait très avec tout le respect que j'ai pour Lewis Hamilton, évidemment. Très très fort aussi comme terme. Mais ce que je veux, c'est qu'il se mette dedans pour que la saison prochaine, encore une fois, s'il a la voiture, mais pour que sur la saison prochaine, allez, il performe, tu vois. Déjà, comme tu disais, en termes de déclaration, comme on a eu le week-end précédent à Spa, où il ressort extrêmement content de sa course. Il part de la pit lane, il termine P7, sauf erreur. Effectivement, une très belle remontée. Il était super content. La voiture va bien, je commence à capter. C'est fantastique. Bon, c'est vrai que de passer de ça à je suis inutile, il devrait me virer, fait un peu mal. Maintenant, effectivement, plus de constance ferait du bien. Le retrouver avoir un peu la niaque serait aussi agréable.
Et ouais, globalement, on a retrouvé un Lewis des bons jours, sachant que la saison prochaine, l'avantage, les voitures étant nouvelles, Ouais. il n'aura pas à se réadapter à Ouais. une voiture existante qu'il n'aime pas forcément, qui est les Ferrari actuelles, qui ne correspond pas à son style de pilotage d'origine, mais une nouvelle voiture qui pourra avoir été développée, plus selon ses goûts également, donc qui pourra permettre de meilleures performances. Voilà, moi c'est pour ça que je l'attends sur l'équipe, on va dire. Vraiment, je pense qu'il a commencé déjà largement, mais à prendre ses marques chez Ferrari, à s'imprégner complètement de la méthode de travail, et surtout s'entendre un petit peu plus avec son ingénieur de course. C'est peut-être un petit peu le point un petit peu qui pêche du côté de Ferrari cette saison, c'est les relations ingénieurs de course pilote, on va dire. On va pas mettre la faute sur les ingénieurs de course, mais bon, on a vu que ça se passait pas toujours très bien. Charles Leclerc qui s'est fait friter avec son ingénieur de course en pleine course, Lewis Hamilton qui pareil n'est pas encore habitué peut-être à la manière dont il communique les informations. Tout à fait. Il faut qu'il arrive à se relayer là-dessus comme il faut, mais bon, oui, sur cette deuxième partie de saison, c'est sur ça que je l'attends. Charles Leclerc, on va reparler un petit peu de sa course quand même, parce que pole position surprise, donc on le disait, la 27e de sa carrière. On l'imaginait peut-être aller chercher une 9e victoire en carrière. Ne serait-ce qu'un podium. Bah oui, ça c'est évidemment. Mais il y avait des ambitions quand même plus hautes que le podium au début de la course, surtout après ce premier tour où il parvient à garder la tête. Effectivement, 2 secondes et à mener d'avance, en fait, sur les 10-20 premiers tours devant Piastri. Excellent, oui, il conserve 10 secondes d'avance, enfin 10 secondes franchement. La Ferrari avec 10 secondes d'avance, tu nous ramènes à une époque un peu lointaine. Un peu lointaine. Non, les 2 secondes d'avance sur les McLaren, bien géré, pas d'erreur. Très bon début de GP qui laissait présager de bonnes choses, effectivement. Après, effectivement, il aurait souffert de plusieurs facteurs. On pourrait y revenir si tu souhaites, Raph. J'ai petites explications. Alors, ce qui se passe, pour donner un peu en détail, c'est qu'en gros, la situation de Ferrari est un peu complexe depuis le Grand Prix de Chine, à savoir qu'ils ont un problème de hauteur de caisse. Donc le plancher rabote vachement contre le bitume, ce qui n'aide pas du tout. On avait déjà vu d'ailleurs des doubles DNF d'une certaine écurie pour une planche de protection qui était trop fine. On s'en rappelle, les pilotes ont encore été éliminés pour ça cette saison, donc c'est un problème à régler. Il y a plusieurs façons de le faire, une hauteur de caisse plus haute, des pneus plus gonflés, un aileron avant plus chargé. C'est un peu particulier. Donc déjà on a pu voir une chose, c'est qu'en début de course, l'ingénieur demande à Ferrari, c'est assez rapidement je crois, c'est tour 9, quelque chose comme ça, de changer le mode moteur, qui va lui donner environ 300 tours minutes de moins. Et ces 300 tours minutes vont avoir l'avantage de retirer quelques kilomètres heure et de moins planter le nez de la Ferrari sur la piste. Donc moins taper cette zone de plancher, la couvrir un peu. Problème, c'est que du coup, une vitesse de pointe qui est aussi relativement faible et un pilotage qui est un peu moins intuitif. Après ça, il y a aussi une deuxième chose, je vous la fais courte, parce que sinon les explications techniques et télémétrie, voilà. Ensuite, il y avait aussi un problème de hauteur de caisse manifestement. Son ingénieur lui demande, attention virage 11, de ne pas trop éclater les vibreurs. On sait que ça va aussi contribuer à abîmer un peu le plancher. Par la suite, un peu plus tard dans le Grand Prix, au moment où Leclerc commence à perdre du rythme avec ses arrêts au stand, il dit, si vous m'aviez écouté, on avait parlé de choses avant la course, il faut me prévenir avant de le faire. En fait, il a admis à un journaliste qu'on parlait ici de réglage d'aileron avant. Donc Charles Leclerc pensait qu'à son insu, au pit stop, on l'avait vachement chargé son aileron avant par rapport à ce que ça aurait dû. Ce qui n'était pas le cas. Alors, il y a probablement un petit peu de cas, mais ça peut aussi s'expliquer par d'autres facteurs, notamment l'augmentation de la pression des pneus, qui est montée crescendo sur ces 3 arrêts. Chaque arrêt qui est passé a vu la pression des pneus augmenter, ce qui a contribué à donner cette impression de pilotage différente avec un avant plus chargé, et aussi le mode moteur qui aidait à changer le différentiel de la voiture. Ça fait qu'il y a probablement un petit peu de vrai dans toutes les théories, comme on dit, ce qu'on ne va jamais admettre clairement. On a eu un problème. En tous les cas, la voiture de Leclerc rapidement s'est vue en difficulté, parce qu'il pensait qu'il pouvait compenser avec ce virage 11 malgré tout, et d'autres virages également avec des gros vibreurs, pour passer dessus comme un malpropre, étant donné que il y avait plus de hauteur de caisse, etc. La différence, c'est que ça n'a pas beaucoup aidé, que c'est quand même retrouvé avec des dommages importants sur son plancher. À partir du tour 40 environ, c'est surtout là que ça s'est révélé. Voilà. Donc en fait, pour résumer, Charles Leclerc s'est retrouvé pris dans un tripletto avec d'une part une voiture qui n'avait pas le bon régime moteur, la bonne cartographie, pour essayer de conserver la planche, mais ça ne suffisait pas. Donc il a fallu esquiver des virages, du moins les prendre de façon plus nette et moins performante. Ensuite, la pression des pneus qui a augmenté et les dégâts du plancher. Donc concrètement, ce qui explique sa perte sèche d'1 seconde de performance au tour par rapport à ses concurrents directs.
Ouais, donc c'est une accumulation de plusieurs petits facteurs. C'est pas Exactement. simplement les pneus hard qu'il faut que ça dépasse sur la, Non, sur voilà, la c'est ça. Ferrari. Il y avait alors ça qu'il- aussi probablement un petit peu, parce qu'on a vu Lewis Hamilton, bien que dans une situation différente, aussi ne pas arriver à faire tourner ses pneus hard. Et c'était un petit peu complexe. Néanmoins, voilà, on peut expliquer le problème de Leclerc par différents facteurs. On sait que c'est jamais une cause unique, sauf quand c'est Ouais, mais obvious. c'est juste à dire qu'il passait de pneus hard à d'autres pneus hard. Donc, C'est ça. Et donc ça aurait pu s'améliorer, mais non, c'est parce qu'à ce moment-là, il y avait toutes les autres constantes qui rentrent en compte, les dégâts permanents sur le plancher, la pression de pneus qui était trop haute qui augmentait, et le régime moteur qui donnait l'impression complètement de dérégler l'avant de la voiture, et donc son amorce de virage n'était pas la même, sa façon d'aborder les freinages non plus, et la vitesse de pointe qui était grandement diminuée, ce qui n'aide pas en bataille. Et donc c'est comme ça qu'on a pu voir un dépassement presque surprise de Piastri, hein, d'ailleurs, ouais, quand bah il ouais, le parce prend, qu'il qui revient de vachement je loin. crois qu'il a 4 secondes de Norris avant ça, ou je sais plus. Oui, combien. quasiment, ouais. Et en fait, il se fait dépasser par Piastri. Exactement, et à la c'est pour ça surprise que générale. Piastri avait l'air presque lui-même surpris dans sa manœuvre de pouvoir le doubler. C'est simplement un manque de vitesse de pointe et du coup un freinage anticipé pour ne pas avoir à planter la voiture dans le sol et donner un risque de disqualification de la voiture de Leclerc. Puis il le disait à la radio, c'est un miracle si on finit sur le podium. Et Voilà. puis il y a George Russell qui vient, qui le rattrape pour la P3. Et on a vu des défenses de Charles Leclerc. Je sais que Baptiste Je n'a pense- pas aimé que je parle comme ça de Je Charles pense Leclerc. qu'il a craqué. Mais waouh, je crois que c'est sur 2 tours. Charles Leclerc, il défend comme un cingouin sur, ouais. sur George Russell. George Russell qui s'énerve à la radio. Et je trouve à juste titre, Ah, pour il le se coup, oui. décale sur la zone de freinage. Charles Leclerc, c'est super dangereux. Surtout qu'il se décale non seulement pas dans la zone de freinage, mais une fois que le dépassement est amorcé. Oui, Je veux dire, c'est au moment où il y a j'ai le. trouvé ça Au moment où lunaire, Russell est à côté de vraiment lui, lunaire. il y a quand même un Moi, coup je de comprends volant. qu'il y a eu un peu cette énergie du désespoir où en fait, pendant une partie de la course, bah, tu penses à la victoire, tu te cales sur la victoire, tu fais ta stratégie sur la victoire et tu te rends compte qu'en fait, tu vas avoir du mal à garder le podium. Comme tu disais, lui, il n'avait pas encore toutes les données à ce moment-là dans la voiture, donc il imagine que c'est une erreur de son pit wall et il défend vraiment, mais d'une manière. Là, c'est plus sortir les coudes, c'était vas-y que je te mets un coup d'épaule déjà et que j'essaie presque de t'enfoncer. Mais non, ouais, là, j'ai été très surpris très surpris, oui, par ces 2 défenses de Charles Leclerc et au final, la perte du podium et il finit P4, le pauvre Charles. Malheureusement, la perte du podium était un peu inévitable, hein, vu de sa situation avec la voiture. Hein. C'était très complexe pour lui. Mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué à le voir faire ce style de manœuvre. Ouais, C'était c'est très ça. habituel. C'est Ça nous ça, rappelle ça. un jeune Max Verstappen Et très j'ai pensé à fougueux. lui, évidemment. Voilà, à l'époque où la règle n'était pas claire, on disait moi je respecte les règles, s'il y a un problème pénalisez-moi. Voilà. Bah, c'est un peu le même principe, sauf qu'on n'est plus habitué à ça. Aujourd'hui il y a des règles. On a un peu caricaturé Russell sur les réseaux sociaux parce qu'on le sait un peu. Il fully turned On into sait qu'il me. a la gâchette facile hein, sur les remarques et sur les actions en piste. Bien sûr. Bon, c'est vrai que Leclerc, on l'a senti vraiment désabusé, mais jusqu'au comportement en piste, il a perdu un peu de sa classe de pilotage qu'il avait pu avoir jusqu'ici. Donc, à quelques exceptions près, bien entendu, hein, j'en vois déjà certains qui m'ont sauté dessus avec cette déclaration. Mais non, effectivement, c'est très inhabituel et reflet un peu une situation. On voit, un Leclerc désabusé jusqu'ici de sa situation chez Ferrari, car même quand ça se passe bien avec une pole, il y a toujours un moyen que ça se finisse mal. Voilà, week-end encore compliqué pour Ferrari. Puis tu l'as comparé un peu à Max Verstappen dans sa jeunesse. Max Verstappen, pareil, qui a été l'auteur d'un mouvement qui a fait débat, Tour 29, où il commence à pointer le bout de son nez sur Lewis Hamilton au virage 4. Et puis Lewis Hamilton qui sort large et on se demande s'il faut le pénaliser. Finalement, feu de paille, encore une fois, pas d'incident majeur, pas de pénalité pour Max Verstappen. Il me semble même que Lewis Hamilton l'avait reconnu qu'il n'y avait pas grand-chose à ce moment-là. En fait, ce qui se passe, c'est que la réalisation donnait une impression. C'est comme l'action était courte et visible, on a l'impression que Max Verstappen est venu planter sa roue sur l'arrière de Hamilton, le forcer à sortir, pushing the driver of the limit of the track, et que Lewis, du coup, était bloqué à l'extérieur, etc. Donc, enquête après la course. Bon, on a notre avis dessus. Je pense que Raphaël, tu es d'accord avec moi on pense que c'est une funeste bêtise. Pour rester poli de faire ce genre d'action. Ça éclate les résultats a posteriori. Néanmoins, du coup, Lewis Hamilton ne se rendra même pas chez les commissaires, chose très inhabituelle. Voilà. Et dira lui-même, il fera passer le message aux représentants de Ferrari sur place en disant non, en fait, je suis sorti trop large, il en a profité. D'ailleurs, la télémétrie de Verstappen montrait qu'en fin de compte, il pouvait prendre plus serré. Mais voyant l'ouverture, il en a simplement profité. Donc tout est bien qui finit bien. Coup de frayeur quand même. Oui, coup de frayeur, mais tout est bien qui finit bien. On n'avait pas envie de voir les 2 adversaires de 2021 notamment se partir en tête à queue comme ça, surtout à ces positions-là sur la piste, ce qui aurait fait très mal. Donc plus un feu de paille comme tu le dis si bien, Raphaël. Rien à signaler. Du coup de frayeur, ça nous aura un petit peu réveillé avant les futures actions en piste de ce fin de Grand Prix.
Mais Max Verstappen et Red Bull, plus généralement, qui ont connu un week-end un petit peu plus compliqué. Hein. Ah bah clairement horrible, hein, Le pire Verstappen. depuis le début de saison. Bah, le pire depuis le début de saison. Tsunoda, pour qui il y avait un espoir avec le Grand Prix précédent, bah, finalement, ça y est, requalifié 17, si je ne m'abuse. Dans une position très basse. Verstappen aussi n'y arrive pas, par P8, sauf erreur. Pareil, c'est assez monstrueux comme résultat. Ouais, et puis Donc, puisqu'il est derrière les il est derrière les deux Aston Martin, Aston en Martin, qualification. les deux RB. Même en, voilà. Donc, Deux RB, derrière Liam Lawson. Je veux dire, c'est. L'histoire s'écrit d'elle-même, hein, mais effectivement, c'est assez perturbant de voir ça. Sauf que Verstappen a même qualifié sa voiture d'inconduisible. Ouais. On a déjà senti désabusé, mais cette fois, il n'était pas énervé, seulement désabusé. Est-ce que ça y est, ils ont enfin un tracteur Red Bull? C'est ça. Non, peut-être pas. C'est probablement, oui, un circuit qui leur convenait moins et un week-end qui s'est mal mis bout à bout. Mais ouais, c'est quand même délicat de voir une voiture qui sous-performe autant, alors qu'on connaît un Verstappen qui, même avec une voiture inférieure en termes de performance, peut sortir des masterclass. C'est ce qu'on avait vu en début de saison. Hein. Ah c'est vrai oui. qu'il n'avait pas la meilleure voiture et pourtant il se battait aux avant-postes. Quand il gagnait Suzuka, pareil, hein, un Grand Prix masterclass, etc. Mais là, non, il n'y arrive juste pas. C'est dingue. C'est bon. Ouais, week-end compliqué pour Red Bull, alors que justement, on n'arrête pas de faire des comparatifs avec Spa. Pareil, une autre écurie qui a connu une dynamique complètement différente de Spa, c'est Aston Martin. Ah, mais alors tout, mais alors eux. D'où ils sortent? Expliquez-moi pourquoi est-ce que je retrouve Fernando Alonso et Lance Stroll en Q3 et si bien qualifiés au final. À l'arrivée, c'est deux pilotes dans les points, P5 et P7. Donc non, mais il s'est passé quoi avec Aston Martin? Paraît-il que ce serait dû à des tests d'amélioration. En fait, Aston Martin aurait apporté un nouveau plancher il y a quelques Grands Prix, mais ils n'arrivaient pas à savoir si le nouveau plancher fonctionnait mieux que l'ancien. Ils ont fait un petit peu des tests en disant d'accord, est-ce que celui-là fonctionne mieux ou moins bien. Ils n'ont jamais trop su. Et ils ont essayé des combinaisons avec un nouvel aileron avant aussi. Et alors, manifestement, la combinaison qui était adoptée pour ce Grand Prix, à savoir nouvel aileron avant et ancien plancher, marche très bien. Et c'est ce qui a permis de débloquer cette performance. Alors, c'est vrai que c'est un peu inhabituel de voir un bond comme ça d'un week-end à l'autre. Parce que, ou alors, il y avait beaucoup de... Ils font P19 et P20, je crois. Oui, quasiment. Ils sont deux derniers, je crois, en qualif. Et ils finissent à Spa. Puis ils finissent avant-dernier. Pareil, ils sont P17, P18 ou quelque chose dans le style. Un week-end terrible, quoi. À Spa, c'est ça, ouais. Week-end terrible à oublier pour eux. Mais donc, apparemment, il y avait quand même beaucoup de performances qui restaient dans la voiture. Et ils l'ont débloqué. Et ils organisent un très bon week-end. À voir, toutefois, pas un effet yo-yo comme on les a connus les années précédentes, où ils pouvaient aller chercher jusqu'à un podium à la régulière pour en fin de compte faire P14 le week-end d'après. C'est le problème un petit peu d'Aston Martin depuis 2023, c'est la compréhension de la voiture. Ils arrivent en 2023 avec une voiture qui fonctionne, mais eux-mêmes ne savent pas pourquoi. Les upgrades ne fonctionnent pas. On sent que ça fait 2 ans qu'ils ne comprennent pas la voiture. Et que, alors, ça donne vraiment cette impression de naviguer à vue. C'est clairement ça. Donc... La preuve en est, je connais pas beaucoup d'équipes qui font des essais avec les pièces comme ça. Bon, bah là. Non, mais t'avais Mercedes qui était revenu à une ancienne pièce, là je l'ai plus de tête, mais pour George Russell, ils étaient revenus. Oui, tout à fait. Tout comme Red Bull avait finalement donné les améliorations à Yuki Tsunoda. Alors qu'elles étaient dans le stock de Max Verstappen. Voilà, exactement. Alors, pas assez pour en avoir en cas d'accident. Néanmoins, Yuki Tsunoda roulait avec une voiture. Ce qui lui avait permis de performer à Spa quand même. Ce qui avait permis de performer, parce que du coup, Laurent Mekies en arrivant a dit non, on va taper chez stock Verstappen pour mettre à Tsunoda. Je veux les deux mêmes voitures pour avoir les infos. En tous les cas, pour revenir à Aston, oui, je sais pas, ils ont fait des micmacs, des tests, et pour une fois, ça a marché. Et puis il y a une situation un petit peu spéciale chez Aston Martin aussi, qui concerne un petit peu l'extra sportif, Quentin. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Alors, il y a une nouvelle assez surprenante qui est tombée là, courant de semaine pour le Grand Prix. C'est que la marque Aston Martin, en tant qu'entité qui possède l'écurie de F1, a vendu ses derniers 4,6% de parts dans l'écurie. Alors, certains me diront que c'est déjà assez peu. Néanmoins, c'était assez pour avoir une présence institutionnelle dans l'équipe qui maintenant, du coup, va devenir plus ou moins à 100% privée. La bonne nouvelle, et quand même pour la F1 en général, c'est que ces 4,6% sont estimés à 146 millions de dollars, ce qui valorise l'écurie à plus de 2 milliards d'euros. On se rappelle qu'il y a quand même 5 ans, les écuries étaient sous le milliard en termes de valorisation. Donc c'est que la F1 prend vraiment une énorme importance business, qui est un très bon signal, un peu pour tout, parfois un peu trop. On pense à une bonne vidéo de Depiello, qui avait un peu alerté là-dessus, en disant que la F1 ne deviendrait pas trop business et moins sportive. Néanmoins, les faits sont là, c'est que Aston Martin, en tant que marque, ne possède plus l'écurie de F1 Aston Martin.
pour tout ça au profit d'investisseurs privés. Voilà. La phrase est légendaire quand même. C'est quand même assez fou, oui, effectivement. Alors, pas de souci pour Aramco, le sponsor titre, lui, reste jusque plusieurs années. Et bien sûr, le management ne change pas, simplement les décisions du conseil d'administration qui pourront être légèrement différentes. Néanmoins, un accord aurait été trouvé pour que ça n'ait pas trop d'importance. Alors, me direz-vous, bien sûr, ils vendent, mais pourquoi vendent-ils cette part d'écurie ? Tout simplement car Aston Martin, comme tout au long de son histoire et dernièrement pour toute l'industrie automobile, est en grande difficulté financière. Voilà, c'est pas nouveau pour cette marque, mais c'est un peu nouveau pour le monde de l'automobile en général. Pas mal de facteurs sont cause ça, hein. Effectivement, des crises, une baisse drastique de la demande sur le marché chinois, qui était très porteur jusqu'alors. Les tarifs douaniers du président américain qu'on ne cite plus, car on en parle tous les jours dans tous les médias, et tout un tas d'autres facteurs, effectivement, où une montée de l'inquiétude écologique et d'autres choses, et des moyens financiers qui diminuent pour l'ensemble de la population, font que les bilans financiers d'Aston Martin sont très mauvais, et que pour sauver un petit peu la situation financière de la marque, ils ont préféré faire une rentrée de cash donc de 146 millions bruts en vendant leur part de l'écurie de F1, qui était profitable, pour redresser un petit peu la barre. L'avantage, c'est que grâce à cette vente, le groupe Yi-Tri, qui donc l'idée par Lawrence Stroll, qui était à l'initiative du rachat de la marque Aston Martin, fait monter ses parts du groupe de 27 et quelques % à 33% des parts de la marque. Ce qui affirme donc une véritable volonté de sauvegarder plus d'emplois, une marque historique, et surtout de faire continuer un business et de le rendre profitable à nouveau, au contraire, c'est-à-dire au détriment d'une part de direction dans une écurie de F1 qui fonctionne déjà bien. Donc un geste très bien réfléchi, on sait qu'ils sont très bons businessmen, aussi bien Lawrence Stroll, qui n'a plus de preuves à faire que ses amis du consortium, mais aussi un bon signal envoyé sur un plan social en disant qu'effectivement une bonne décision faite au profit du plus grand nombre et pas de chercher la rentabilité financière à tout prix. Ça met pas du tout en péril le paquet de Lance Stroll. Sauf erreur, non. De toute façon, on a toujours Lawrence Stroll au ficelle, manette, qui lui, c'est la chose. Il n'a pas accepté, à mon avis, de vendre les dernières parts de son écurie. Bon, 4,6%, c'était quand même très minoritaire, avoir les parts des autres. Néanmoins, effectivement, non. Lawrence Stroll, effectivement, devrait être plutôt en sécurité pendant très longtemps encore en F1, tant qu'Aston Martin est présent dans le paysage. Tant que lui aura encore envie. Voilà, c'est ça. Et tant que, oui, du moins, il s'est encore en vie. Lawrence Stroll aussi. Le jour où, effectivement, Lawrence Stroll prend un peu de recul sur la situation sportive, il y a peut-être un monde où on assiste à une fin. Alors même que Lance Stroll, sous la pluie à Spa, nous a montré de très belles choses. Encore une fois, Lance Stroll sous la pluie, moi je le mets dans le même panier que Pierre Gasly sous la pluie. On sait qu'ils performent très très bien et que ce sont des pilotes qui arrivent à tirer le maximum de leur monoplace dans des conditions beaucoup plus compliquées. Week-end donc très lucratif pour Aston Martin, qui bondit à la 6e place du championnat constructeur, un point devant Kick Sauber. Justement, ouais. Quentin, tu nous fais un petit point pour conclure sur les différents classements. Ouais, pas de souci. Alors donc, au point classement, nous en sommes pour les pilotes à Oscar Piastri qui nous mène toujours avec 284 points, plus qu'à du coup 9 points d'avance sur son coéquipier Lando Norris, toujours talonné par Max Verstappen, un peu loin, 187 points. Effectivement, un peu plus loin, mais il ferme le podium avec George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton en 6e place, Kimi Antonelli, Alex Albon, Nico Hülkenberg et Esteban Ocon vient conclure ce top 10 des points. Bien sûr, talonné par un Fernando Alonso et Lance Stroll à égalité à 26 points. Putain, c'est surprenant ça, j'avoue, je n'avais pas la donné. Ouais. Les deux coéquipiers à ex-aequo de points, c'est là étonnant. Là où au début de saison, on rappelle que Lance Stroll avait marqué tous les points de son équipe. Voilà, c'est ça. Il n'y arrivait pas jusqu'au Grand Prix d'Espagne. Assez incroyable, donc les deux étalonnent Esteban Ocon à 27 points. Et ensuite, on retrouve bien sûr nos Français, Isaac Adjar et Pierre Gasly, respectivement en 13e et 14e position avec 22 et 20 points. Les Français sont bien placés. Bien placés, plutôt, ça fait plaisir. Côté constructeur, McLaren surdomine toujours avec 559 points devant son cadet Ferrari qui cumule à 260 points, suivi de relativement près par Mercedes à 236 points. Les autres écuries sont donc Red Bull, Williams, Aston Martin qui remonte énormément au classement, Sauber qui pareil était une très bonne surprise ces dernières courses, qui passe devant Racing Bulls. Une voiture qui performe de plus en plus. Et ouais, qui passe devant Racing Bulls ce classement, à 6 points d'écart, assez incroyable. As bien sûr et Alpine vient fermer ce classement. Bonne dernière Alpine. Merci beaucoup Quentin. Là on approche du coup, on est dans la pause estivale, nous on va se retrouver d'ici 3 semaines, le temps qu'on revienne sur le prochain Grand Prix et puis on espérera peut-être retrouver Baptiste, enfin refaire une émission à 3. Qui lui aussi pourra être à nouveau libéré de sortir de sa cave
où il est enfermé depuis quelques jours. Non, pour simplement en vacances, le petit Baptiste, il profite. Il est en Grèce, si je dis pas de bêtises en ce moment, donc on le salue. Décidément, c'est une destination pas trop horrible pour ce Ouais, j'ai podcast. l'impression que L'Ouest américain, la Grèce, Los Angeles, tout c'est ça. tous des destinations un petit peu sympas en ce moment. Ça va, on est plutôt pas mal. Et ben voilà, on se retrouve très vite pour le prochain Lights Out. Et puis en attendant, on vous souhaite un bon mois d'août, de bonnes vacances. À plus. Arriba, abajo, a centro y pa dentro.